Place à un nouvel invité. À vos côtés, Béatrice Rulle. Aujourd'hui, à l'occasion de cette première année de guerre en Ukraine, Alexandre Vautravers, qui est le rédacteur en chef de la revue militaire suisse. Bonjour Alexandre Vautravers. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Il y a un an exactement, donc la Russie envahissait l'Ukraine et elle se voyait remporter une guerre éclair. On voit qu'il n'en est rien. Est-ce que la Russie a déjà perdu cette guerre ? Disons que l'opération militaire spéciale, parce que c'est le terme qui a été employé à l'époque par le président Poutine, visait en l'espace de 5, 10, peut-être éventuellement 15 jours à décapiter le leadership, le pouvoir, la gouvernance politique et militaire ukrainienne. Et ça, on peut dire effectivement que c'est un échec. Ça, on l'a su au bout de 4-5 jours. L'opération s'est très mal déroulée. Et ensuite, les Russes ont changé leur plan. Ils ont changé leurs objectifs aussi. Ils ont connu et subi un certain nombre d'autres échecs. Et donc, les Russes sont pratiquement tous les quelques semaines, tous les quelques mois en train de changer leurs objectifs et changer leur orientation. La Russie, on le disait, elle était présentée, son armée, comme la deuxième plus importante au monde par de nombreux experts. Est-ce qu'ils se sont trompés ? Est-ce qu'on a vu la Russie plus grande qu'elle n'était finalement ? Je pense qu'on peut effectivement dire que la Russie est la deuxième armée du monde par tout simplement le nombre. Je veux dire, aucun pays n'a le nombre d'ogives, de têtes nucléaires. Alors pourquoi ils n'y arrivent pas ? Pardon, cette question simpliste. Parce que ces armes, ils ne peuvent pas les utiliser, parce que près de 1 million de militaires russes ne peut pas être mobilisé pour participer à cette guerre. En fait, cette guerre, elle a été menée pratiquement exclusivement par des militaires de carrière, par des militaires professionnels en Russie et par des militaires sous contrat, donc des gens qui servent plus, si vous voulez, que les conscrits, c'est-à-dire un peu plus d'un an. Donc en fait, il y a seulement une petite partie des forces russes qui ont pu être engagées dans le cadre de ce conflit. Alors la Russie qui n'a pas remporté sa guerre éclair, en même temps, il serait bien hasardeux de dire que l'Ukraine reprend l'avantage. On en est où là actuellement ? Il y a malheureusement, quand on connaît un petit peu l'histoire de la Seconde Guerre mondiale dans cette région, des flux et des reflux. Et ces flux et ces reflux s'expliquent par des cycles logistiques, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à retirer un certain nombre d'unités du front. Donc on accepte une certaine faiblesse, entre guillemets, sur le front, avec peut-être des défaites tactiques ponctuelles, mais dans le même temps, on est en train de reconstituer des forces de recevoir du matériel de guerre supplémentaire. Et bien sûr, à un moment donné, on va reprendre ces réserves, les injecter sur le front, si possible de manière concentrée. C'est une stabilisation des fronts, là, actuellement ? Alors justement, vous avez un flux et un reflux, et dans le moment actuel, en ce moment, on voit plutôt un avantage russe, parce que il y a une série de réserves russes qui ont été engagées sur le front et qui mènent actuellement un certain nombre de contre-offensives limitées. Côté ukrainien, on le sait, l'armée ukrainienne doit sa survie au soutien des Occidentaux, des Américains. Il y a eu les chars, potentiellement des avions de combat, il en est beaucoup question. Où est la frontière, Alexandre Vautravers, entre nous, Occidentaux, et dont la Russie, et nous entrons véritablement en guerre ? Parce que quand on parle de chars de combat et d'avions de combat, pardonnez-moi, mais la frontière semble bien mince. Je ne suis pas sûr qu'il y ait véritablement une frontière, parce qu'au sens du droit international, on ne peut pas véritablement dire qu'un État soit co-belligérant s'il fournit simplement du matériel de guerre. Donc ça, c'est une première chose. Le droit dit quelque chose, et puis ensuite, l'interprétation politique qu'on en fait, ça, c'est évidemment autre chose. J'ajoute un troisième point pour répondre à votre question, c'est que pour la Russie, en tout cas, c'est la vision du président russe, c'est ce qu'il présente à sa population, et je dirais c'est dans ce cadre-là que l'armée russe est engagée en ce moment-là. L'armée russe considère que l'Ukraine n'existe pas, que le leadership, la gouvernance ukrainienne n'est pas légitime, ce sont des imposteurs au service de l'Occident. Et donc, dans l'imaginaire politique russe, les soldats russes sont véritablement en train de se battre contre les troupes de l'OTAN en Ukraine. Il y a un an, cette guerre débutait. Je serais tentée de dire qu'il est facile de débuter une guerre, mais comment la termine-t-on, Alexandre Vautravers ?
Il y a, j'ai beaucoup enseigné dans ce domaine, que ce soit à l'Université de Genève ou ailleurs, sur le thème de la résolution des conflits. Et là, je me dois d'être malheureusement réaliste. Un tiers des conflits à travers le monde ont plus de 30 ans. Donc vous en déduisez tout de suite, c'est très facile de débuter un conflit, de débuter une guerre. Malheureusement, c'est très très compliqué de le résoudre, de faire en sorte que on arrive à s'organiser, à s'arranger. Donc un cessez-le-feu est une possibilité, mais c'est ce qu'on appelle une paix négative. Donc on arrête les combats, mais on n'a pas véritablement créé la paix. Donc la paix, ça va prendre 25 ans, ça va peut-être prendre 50 ans, ça va peut-être prendre davantage. Mais est-ce qu'il y a véritablement un cessez-le-feu qui peut être envisagé à court, moyen terme, ou bien les deux pays vont s'enferrer dans leur position et la victoire à tout prix? Là, on peut être optimiste, je pense. Même dans les pires moments des pires et des plus sales guerres de l'histoire, il y a toujours eu des négociations et il y a toujours eu des intérêts ponctuellement, à un moment ou à un autre, pour une raison, comme je l'ai dit tout à l'heure, de retirer des forces pour les reconstituer, pour s'occuper d'autres affaires à ce moment-là, de négocier des cessez-le-feu ponctuels, temporaires, sectoriels, limités. Donc oui, des négociations, on peut bien sûr imaginer cela. Plus de conflits armés, cela peut arriver. Par contre, il est certain que cette guerre en Ukraine a changé les choses, et durablement. C'est une autre forme de guerre, froide ou pas froide, ça dépend de la sémantique. Je constate quand même que plus on a été idéaliste pendant cette période de chute du mur de Berlin, dividende de la paix, plus on a été dans le déni d'un certain nombre de réalités, je m'excuse, historiques, plus le retour de manivelle, plus le réveil est difficile. Vous voulez dire quoi? Que l'homme intrinsèquement est fait pour faire la guerre, c'est ça qu'on est... Non, c'est pas ce que j'ai dit, c'est que la situation normale des États et de la communauté internationale et des relations internationales en général, c'est quand même plutôt la compétition, c'est plutôt trouver un avantage sur son voisin, c'est plutôt influencer ou tenter d'influencer son voisin, c'est plutôt de tenter de gagner des avantages que la coopération internationale. Donc ça a été l'effort de toute la guerre froide, ça a été la leçon de la Seconde Guerre mondiale. Je m'excuse de revenir sans cesse au passé, mais la grande leçon de la Seconde Guerre mondiale, c'est que la guerre détruit des vies, des richesses, c'est un gaspillage absolument énorme. Et 2, il faut absolument qu'on s'entende pour créer des règles internationales et s'y tenir, des règles qui vont favoriser, qui vont encourager un comportement vertueux des États. Merci beaucoup Alexandre Vautravers, rédacteur en chef de la Revue Militaire Suisse, d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous. Et si je puis me permettre ce commentaire personnel, j'espère qu'on n'aura pas à vous réinviter l'année prochaine parce que tout cela sera terminé. Évidemment, vos réactions par WhatsApp au 079 91 8 3000.